Il y a tellement à dire depuis le 7 octobre pour rompre un peu la solitude que nous sommes paradoxalement assez nombreux à partager ce soir. Une solitude que ressentent tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, regardent la barbarie islamiste en face sans baisser ou détourner les yeux. Chacun a son histoire. La mienne a été marquée par le 7 janvier 2015, lorsqu'en fin de matinée, j'ai appris par le flash spécial de France Inter qu'une attaque meurtrière avait eu lieu au sein de la rédaction de Charlie Hebdo. Quelque chose s'est éteint ce matin-là lorsque, devant mon téléphone, je ne savais toujours pas s'il fallait que j'envoie un message à Charb et T-News pour leur demander s'ils étaient morts. Le 13 novembre, moins d'un an plus tard, d'autres barbares tiraient en rafale sur la terrasse du restaurant La Bonne Bière, au moment exact où, sur le trottoir d'en face, j'étais sur scène, au théâtre, dans un spectacle sur la montée du fondamentalisme, la liberté d'expression et l'attentat de Charlie Hebdo. À la fin de la représentation, après avoir prévenu le public qu'une opération de police était en cours devant le théâtre, nous avons attendu ensemble l'autorisation de sortir. Une quarantaine de minutes plus tard, nous nous sommes retrouvés au milieu d'une scène d'attentat dont le souvenir le plus précis que j'en ai gardé est le silence. Voilà pourquoi, comme le dit Kamel Daoud, et parce que lui a été marqué à vie par l'un des pires massacres de la décennie noire en Algérie, je cite, « Quand advint l'horreur du 7 octobre en Israël, je fus doublement choqué, doublement piégé, doublement scandalisé, doublement muet et doublement en colère jusqu'à perdre les mots. » Je pense que tous ceux qui partagent la colère de Kamel Daoud et qui ont la lucidité de regarder la barbarie islamiste en face, partagent aussi le constat glaçant que la fatwa contre Salman Rushdie, les massacres d'Ozar Torah, de la rédaction de Charlie Hebdo, de l'hypercacher, l'assassinat de Samuel Paty, de Dominique Bernard, le massacre des Yézidis, comme le pogrom du 7 octobre, ne sont pas des actes isolés. Ces actes ne sont pas portés par des groupes folkloriques épars, mais par des organisations islamistes qui, au-delà de leurs différences, ont en commun la haine des juifs, des apostats, des femmes, des homosexuels, l'aversion pour la démocratie et la liberté d'expression et la conviction qu'il n'y a rien qui ferait plus plaisir à leur ami imaginaire que l'instauration d'un califat mondial. Ajoutons à ce socle commun un goût pour la barbarie et le sang, si possible filmé et diffusé en direct. C'est cette lucidité et cette colère que connaissent toutes les victimes des islamistes, à commencer par les musulmans n'ayant pas choisi de vivre sous le joug de leur terreur. Une lucidité et une colère qu'il est tellement difficile de partager avec ceux qui, en Occident, souhaitent l'ignorer, ou avec ceux qui assimilent la barbarie islamiste à une forme de résistance, ou encore avec ceux qui, et on se demande bien pourquoi, refusent aux Juifs la possibilité d'être victimes de quoi que ce soit. Cette lucidité et cette colère, nous sommes quelques-uns à la ressentir à chaque attentat islamiste, lorsque, face au même compromis, au même déni et aux mêmes idiots utiles, nous avons le sentiment, comme le dit encore Kamel Daoud, d'être des revenants tapant derrière la vitre avec l'envie de hurler. Une solitude que connaissent bien les Juifs en France, conscients de la faible participation des non-Juifs dans les cortèges des marches qui suivent chaque attentat ou chaque crime antisémite. Parce qu'à l'exception notable de la formidable mobilisation de la marche du 12 novembre dernier, le manque de solidarité et de soutien ces dernières années a fini par peser. Un sentiment de solitude qui n'a pas manqué pendant la marche du 9 octobre. Et pour employer un euphémisme, disons que le volume des soutiens de personnalités dans les jours qui ont suivi le 7 octobre n'a pas été de nature à troubler le chagrin et la peine.
Depuis le 7 octobre, nous nous sommes farcis le vacarme des relativistes et des adeptes du 8 mai qui ne semblent pas avoir molli depuis Charlie Hebdo et Samuel Paty. Pour l'anecdote, dès le 7 octobre, à 14h27, Jérémy Corbyn appelait à un cessez-le-feu tout en réclamant, je cite, « la fin de l'occupation ». Ouais. Et comme si cette faillite morale ne suffisait pas, aux voix des relativistes s'ajoute le fait que, contre toute attente, le 7 octobre a été également le coup d'envoi d'une explosion des actes antisémites en France et partout dans le monde. Depuis le 7 octobre, nous assistons à un combat idéologique sans précédent. Un combat pour imposer l'idée que ce pogrom ne serait qu'une réaction plus ou moins justifiée à la politique menée par Israël, ou pire, une réponse légitime à l'existence même d'Israël. Certains, n'hésitant pas non plus à expliquer que le 7 octobre on pourrait expliquer le 7 octobre par le nombre de victimes civiles des bombardements israéliens sur Gaza qui ont eu lieu après le 7 octobre. Comme si la critique d'Israël passait automatiquement par la volonté de nier le rôle délétère des organisations islamistes qui ont fait de Gaza le tremplin de leurs ambitions planétaires et dont l'élimination pure et simple des Juifs d'Israël ne serait qu'une étape. L'islam politique n'est pas nouveau. Ses objectifs sont connus et ses avancées visibles dans la plupart des pays arabes, au Maghreb, mais aussi en Europe. Pourtant, jusque-là, depuis l'Occident, le projet des barbus semblait farfelu. Ce qui a changé depuis le 7 octobre, ce qui est nouveau, c'est que nous savons maintenant qu'il existe suffisamment d'alliés objectifs de l'islamisme au sein du monde occidental pour qu'ils aient de vraies raisons d'y croire. En ce qui me concerne, depuis 1 an, ma seule raison d'espérer, c'est l'idée qu'il existe une majorité silencieuse dans notre pays et à travers le monde, et que cette majorité silencieuse finira par prendre conscience que ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël nous concerne tous. Merci.